Donc, on va parler peut-être de l'Alliance pour la paix et la liberté, parce qu'il y a, je sais bien qu'on voit derrière vous APF, mais on va utiliser en français, pas des questions de simplicité. Cette alliance a été créée donc assez récemment, on parle d'à peu près d'1 an et demi, c'est ça? Oui, donc on s'est créé en 2015. On a commencé à travailler, à réfléchir comment on pouvait s'organiser. Et voilà, et donc on a présenté notre candidature comme parti européen fin 2015, et voilà. Elle est acceptée? Oui, tout à fait. Donc, le Parlement européen nous a reconnus comme parti européen parce que tout simplement on respectait tout ce qui était prévu dans les statuts pour cela, oui. C'est-à-dire? Il faut être représenté dans un certain nombre de pays, il faut avoir un certain nombre d'élus qui nous parrainent, pas seulement des élus européens, ça peut aussi être des élus nationaux ou des élus régionaux. Il faut que les statuts correspondent à certains critères légaux, hein, ça c'est des détails administratifs, et aussi que l'on respecte certaines valeurs, et donc ils ont estimé que tout cela collait, et donc ils nous ont reconnus comme parti européen. En fonction du programme tel que vous le présentiez en tout cas? Ils ne jugent pas les programmes, parce qu'évidemment ça voudrait dire qu'il y a un a priori politique, mais je pense qu'il faut en tous les cas donner des garanties que l'on respecte des valeurs essentielles. Maintenant, effectivement, on peut être pour l'économie dirigée ou pour l'économie libérale, ça ils ne vont pas juger, enfin j'espère, pas encore. Alors, ça implique que vous avez un certain nombre de partis qui composent votre alliance. On retrouve des partis qui posent question, c'est pas un secret. C'est le cas par exemple d'Aube Dorée, des Grecs d'Aube Dorée, c'est le cas aussi du parti danois, enfin, il peut y avoir d'autres partis qui posent question. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver un terrain d'entente entre tous ces partis, parfois très très différents, avec des positions aussi différentes? Je pense que pour l'essentiel, justement, nos positions étaient relativement rapprochées. Les idées générales qu'on a sur l'Europe, sur le problème de la politique d'immigration, sur la politique économique et sur la lutte contre l'impérialisme, je pense que tout ça nous a rapprochés. On est assez proches sur ces points-là, et donc il n'y a pas eu de grands débats ou de grandes frictions au niveau politique. Donc non, ça c'était assez facile. Très bien, on reviendra peut-être sur le programme par la suite. En ce qui concerne la Constitution, les statuts, quel est votre statut aujourd'hui? Nous sommes un parti politique. Un statut d'ASBL? D'ASBL, oui, tout à fait, de droit belge. Voilà. C'est ça. À ce titre-là, est-ce que vous avez des obligations à rendre auprès de la Commission européenne pour obtenir de l'argent? Auprès du Parlement européen, c'est un peu différent. Donc effectivement, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est mis à disposition, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut suivre des règles très précises, très réglées, très millimétrées, donc c'est très... Voilà, s'il n'y a pas... même pour ceux qui le voudraient, et je suis sûr que dans les partis traditionnels, il y en a plein qui le voudraient, c'est quand même très difficile d'utiliser l'argent pour autre chose que sa fonction, c'est-à-dire promouvoir l'idée européenne, l'idée... maintenant, chacun a sa conception de l'Europe, mais une idée européenne en tous les cas, et le fait de lancer l'idée d'un parti européen. C'est quand même très encadré, et nous respectons scrupuleusement toutes les règles en la matière. Alors, vous avez réussi à obtenir des financements? C'est public, hein, c'est à peu près, le parti et la fondation, c'est à peu près 600 000 €. Et ça vous permet de faire quoi, par exemple? Ça nous permet d'avoir un local, quand on ne vient pas nous l'endommager. Ça nous permet d'organiser des voyages politiques, ce qu'on appelle des fact and finding missions, donc aller à l'étranger, voir de nos yeux ce qui se passe et en faire des rapports et en faire après ici des conférences de presse pour donner en tout cas notre vérité, ce que nous on y a vu. On l'a fait par rapport à la Syrie par exemple et à d'autres endroits aussi. Et vous avez l'impression que là, les politiques qui sont mises en place au niveau européen ne sont pas ce que vous souhaiteriez vous en tout cas? Bien sûr que non, c'est tout le contraire. Nous pensons que la politique de l'Union européenne est une politique à la fois de lâcheté et de totale soumission au diktat américain. Et je pense que le cas syrien en est un bel exemple. Je veux dire, l'Union européenne sert de caniche et aux Américains et aux Saoudiens. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Et c'est ce que nous essayons de dénoncer à chaque fois. Vous vous sentez plus proche de la Russie, par exemple? Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Nous pensons que... Et du régime d'Assad?
Attendez, de la Russie, oui, bien sûr, mais justement, parce qu'on parle de régime, que les choses soient claires. Nous pensons que le peuple russe, la Russie a un rôle à jouer en Europe. Ça ne veut pas dire que nous sommes des fans inconditionnels de Poutine. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, en attendant, c'est le président élu de Russie. Je pense que c'est un homme qui a rétabli son pays et en cela, il mérite quand même un certain intérêt. Maintenant, Poutine qu'Obama? Pardon? Vous préférez Poutine qu'Obama? Bien sûr, parce que je pense que la politique de la Russie n'est jamais, jusqu'à nouvel ordre en tous les cas, ne s'oppose pas et n'est pas là pour garder l'Europe sous contrôle. Par contre, la politique d'Obama, sur un plan militaire, diplomatique, économique, c'est effectivement pour garder l'Europe comme une sorte de vassal. Pour la Syrie, oui, effectivement, nous assumons notre soutien au gouvernement légal syrien, qui est celui de Bachar al-Assad. Non pas seulement parce qu'il lutte contre le terrorisme, aussi évidemment, et parce que nous pensons que la Syrie, quelque part, est aussi un bouclier pour l'Europe. Je pense qu'elle défend aussi l'Europe, parce que si jamais la Syrie tombait, on le voit déjà maintenant, imaginez ce que ça donnerait par rapport aux terroristes comme Daesh et le Front al-Nusra, etc. Mais aussi parce que nous pensons que c'est un régime qui, quoi qu'on en raconte, il faut le remettre dans le contexte moyen-oriental aussi, mais je pense que c'est un régime qui est relativement proche de nos valeurs, à nous, qui sont des valeurs séculaires, qui sont des valeurs sociales et patriotiques. Alors, quand vous dites patriotique, justement, on peut se dire que d'un pays à l'autre, les valeurs patriotiques, elles sont quand même un petit peu différentes. En ce qui concerne la Belgique, quelles sont les valeurs que vous souhaiteriez défendre et qui, selon vous, sont peut-être mises à mal? Je pense qu'il y a plus rien qui va dans ce pays. Les valeurs traditionnelles, que ce soit la famille, que ce soit le respect du travail, que ce soit la discipline, tout ça a disparu. Mais je pense qu'au-delà des valeurs qu'on peut ou pas regretter, il y a tout le reste qui ne fonctionne pas en Belgique. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a pas de sécurité, il y a des problèmes socio-économiques terribles, il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, une légère tension entre communautés, il y a le communautarisme, il y a l'islamisme. Trop d'immigrés et trop de gens qui posent problème. C'est pas le problème des immigrés, c'est la politique d'immigration qui est nulle. C'est la politique d'accueil des migrants qui est nulle. Voilà, il faut pas viser les gens, c'est la politique. Moi je dis, et nous disons que le problème d'immigration, c'est avant tout les politiciens qui le créent. S'ils sont les responsables de ça, ce sont ces gens-là qui sont responsables de tous les problèmes qui sont autant pour les migrants ou pour les immigrés que pour les populations de souche. C'est la politique d'immigration qui est le problème. Est-ce que vous avez eu l'occasion de développer vos thèses, vos projets, lorsque vous sollicitez des financements européens? Est-ce que ça fait partie du programme que vous devez avancer? Mais notre programme, on ne met pas notre programme en fonction de ce qu'on exigerait de nous. On met notre programme parce que c'est nos idées. Voilà, donc on demande une fois par an un financement du Parlement européen sur ces idées-là, qui sont quand même bien connues. Je pense qu'elles ne sont pas excessives ou extrémistes, ou en tout cas elles ne sont pas contraires aux valeurs européennes, ou sinon on nous les aurait refusées. Mais si demain on nous disait « Ah oui, mais vous devez enlever ce point-là pour avoir l'argent », ben tant pis, on se passera de l'argent. Vous avez d'autres sources de financement? Nous avons nos membres, les membres de chaque parti, et chaque parti, oui, tout à fait. Donc tous les partis qui sont aujourd'hui, qui font partie ou qui collaborent au sein de l'APF, existaient bien avant l'APF. Donc voilà. Maintenant, évidemment, ça, c'est une aide, mais de toute manière, l'argent de l'APF n'est utilisé dans un cadre européen, sur des questions européennes, dans le cadre de l'APF. Donc, les mouvements politiques, d'abord, ne pourraient pas, s'ils le voulaient, mais ne veulent pas et ne le font pas, n'utilisent en rien l'argent de l'APF. L'APF est utilisée dans le cadre du Parti européen. Les partis qui composent l'APF ou qui font partie de l'APF ou qui collaborent à l'APF existaient avant, ont leur propre source de financement, ils sont totalement indépendants de l'APF. Alors ce bâtiment-ci, par exemple, vous l'avez depuis quelques mois, je crois? Depuis le début de l'année. Ouais. Mais manifestement, il y en a qui il faut un certain temps pour comprendre. Donc ils viennent de le comprendre, mais on a depuis déjà quelques temps, oui. Sans ces financements du Parlement, vous pourriez avoir un bâtiment comme ça au cœur du quartier européen? La question ne se posait pas avant. Donc ici, on avait besoin d'un bâtiment, puisqu'on a des parlementaires européens, il fallait trouver un bâtiment ici. On en a trouvé un. C'est clair que ici, c'est le local de l'APF, donc c'est payé par l'APF, donc c'est payé grâce au fonds européen, oui, bien sûr. C'est le but, quelque part. On va vous demander des comptes par la suite? Tout à fait. Hein. Il est prévu qu'au bout de l'année, donc en printemps de l'année prochaine, je pense, il y a une sorte d'évaluation et donc on va expliquer les paiements, les dépenses
pourquoi elles ont été faites, et un audit, voilà, un audit, et bon, voilà, on doit expliquer tout ce qu'on a fait et comment on l'a fait et si on l'a fait dans les règles. Dans les règles, c'est ça. Alors par exemple, si on vous demande de devoir rembourser, puisque vous savez qu'un certain nombre d'actions que vous avez menées, notamment c'était le cas d'un congrès en Suède au printemps dernier, ça a été mis en cause en disant c'est pas normal que des fonds européens servent à ça. Vous connaissez bien cette polémique. Et donc certains demandent le retrait de ces fonds qui vous sont alloués. Mais le problème, c'est que les gens ont fait un procès avant la réunion. Et la réunion a eu lieu, et il n'y a pas eu le moindre problème. La meilleure preuve, c'est que vous comprenez bien que pendant la réunion, je suppose qu'il y avait des détracteurs qui avaient envoyé leurs petits chiens espionner. Et donc, s'il y avait eu la moindre dérapage, la moindre chose qui ne collait pas aux règles, vous en auriez entendu beaucoup dans la presse suédoise et puis dans la presse européenne. Et il n'y a rien eu. Mais le problème, c'est que ce soit organisé avec de l'argent européen, alors que vous contestez quelque part l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, en tout cas. Je répète, nous sommes pour le concept de l'Europe. On a encore le droit de ne pas être d'accord sur la manière dont l'Europe est gérée, parce que sinon ça voudrait dire que le Parlement européen ne donne de l'argent qu'aux partis qui disent qu'ils sont totalement d'accord. Je rappelle qu'il y a des élus d'extrême gauche au Parlement européen qui contestent tout autant l'Europe et qui reçoivent beaucoup plus de sous que nous. Hein, donc voilà, je ne vois pas où il y a le problème. Alors les partis qui font partie de votre alliance sont souvent qualifiés de partis néofascistes ou néo-nazis. Ça vous gêne ? Oh ben vous savez, il y a un moment où quelqu'un disait le terme fasciste ou nazi, ça c'est bien pour les gens qui ne veulent pas, ça empêche d'être intelligent. Parce que comme ça vous ne devez pas débattre. C'est-à-dire que dès qu'une idée ne vous plaît pas, vous dites fasciste, vous dites nazi. Voilà, il n'y a plus à débattre. Je ne débat pas avec vous, monsieur, vous êtes un fasciste. Et donc ça évite tout débat. Or, je pense que nous avons quand même eu raison sur plein de choses. Si on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, le terrorisme, l'invasion migratoire, le système capitaliste qui est en train de s'effondrer sur lui-même, etc. Tout ça, on l'avait prédit il y a 10, 15, 20 ans. Donc je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant de nous écouter plutôt que de nous traiter de fascistes et de nazis. Après, vous savez, on est toujours le fasciste, on est toujours le nazi de quelqu'un, donc voilà. Vous ne démontez pas cette qualification de... Ah mais je n'arrête pas, madame, moi chaque fois, non, si, moi chaque fois qu'on dit que Nation est un mouvement d'extrême, enfin, entre guillemets fasciste ou entre guillemets nazi, mais j'aime pas l'expression d'extrême droite, parce que nous ne sommes pas à l'extrême de la droite, nous sommes... Nation, par exemple, on a un programme qui est pour une économie partiellement dirigée. C'est quand même autre chose, c'est de la droite du MR, hein, je pense. Hein, donc voilà. Je veux dire, à longueur d'articles et de communiqués, on dit que nous ne sommes pas ni fascistes ni nazis. Et bon voilà, ça n'empêche pas les gens de continuer à nous insulter. Donc voilà, c'est parfois sur base des actes aussi ou des prises de position que des gens font ces qualifications. Oui, mais j'ai une bonne question. Est-ce qu'on doit naître démocrate ou est-ce qu'on peut le devenir ? Moi, j'ai mon passé, je l'assume, mais voilà, je suis devenu un grand garçon. Hein, vous avez renié votre passé aujourd'hui ? Pas du tout. Non, mais je dis ça souvent, mais je le pense vraiment. Je m'expliquerai en détail lors de grandes conférences sur mon passé, le jour où les nombreux politiciens traditionnels qui viennent de groupes qui, dans leur jeunesse, étaient des militants staliniens, maoïstes, communistes, s'expliqueront sur les centaines de milliers de morts du communisme. Et donc, quand eux diront, parce qu'ils sont bien à d'autres leviers de pouvoir que moi, hein, quand eux ils viendront s'expliquer pourquoi ils chantaient l'international, pourquoi ils jetaient des bouteilles incendiaires sur la police, pourquoi ils disaient que Staline c'était pas mal, à ce moment-là, moi je m'expliquerai sur mon passé. Mais certains ont dit, je me suis trompé, j'ai changé d'avis, j'ai évolué et je renie, je ne partage plus ces idées-là. Est-ce que vous dites aujourd'hui, je renie mon passé ? Militant d'extrême droite quand même, mais les condamnations que vous avez... Oui, ben, je vois que vous êtes renseigné, c'est très bien. Mais non, ce qui est arrivé. J'ai appris, j'ai évolué. Voilà, je vais pas demander me dire, oh pardon, c'était. On reproche un peu trop souvent nous-mêmes à ce que des gens trouvent plein d'excuses. Voilà, moi j'ai fait ce que j'ai fait. C'était à un moment bien donné, dans des circonstances bien données, à l'époque où il y avait en face une extrême gauche qui était,
s'ils ont fait la façade, c'est du pipi de chat. Une extrême gauche qui était bien plus violente. Et donc, quand vous avez des gens qui viennent discuter à coups de bâton et de casque, eh ben, quand vous avez 20 ans, vous avez tendance à pratiquer la même dialectique, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Pratiquer le bâton aussi. C'est un fait connu que j'étais un activiste et que j'avais pas peur de me confronter, mais je me confrontais à des gens qui nous attaquaient la plupart du temps. Après, bon, vous rentrez dans une démarche activiste, il y a un moment où ça tourne en rond, et un moment, au début, vous faites ce que vous faites pour défendre les meetings, et puis à un moment, quand vous êtes jeune et un peu nerveux, à un moment vous dites, je ne vais pas attendre qu'ils viennent, je vais un tout petit peu aller les chercher. Voilà. Mais c'était avec des militants qui étaient aussi déterminés que moi en face. Voilà, je veux dire, c'est pas... C'est pas le même entraînement, quand même. Vous voyez comme je suis impressionnant, madame. Je devrais vraiment avoir très peur. N'exagérons rien. Mais voilà, donc je veux dire, je ne renie pas mon passé. Mon passé, il est ce qu'il est. J'ai évolué, j'ai changé, je suis resté nationaliste, mais je participe aujourd'hui, alors dans tous les sens du terme, au jeu de la démocratie. Alors vous parlez du passé, en ce qui vous concerne, Aube Dorée, c'est quand même l'actualité contemporaine, on va dire, ça ne remonte pas à 20 ans, il y a 30 ans, et pourtant ils sont mis en cause, et d'ailleurs parfois dans les tribunaux également, parce que ça ne vous gêne pas cette proximité? Bien, c'est très intéressant que vous parliez du procès d'Aube Dorée, dont vous aurez remarqué qu'il a commencé, mais qu'il ne se termine pas. C'est quand même très intéressant de savoir que, soi-disant, il y avait des preuves accablantes qui permettaient de condamner Aube Dorée, etc., et de ces preuves accablantes, dures, et que des témoins, on a beau sortir des témoins secrets auxquels personne n'a accès, dont on ne connaît pas les noms, et ça peut être n'importe qui, et on n'arrive pas à, tout ce qui a été sorti dans la presse, etc., on n'arrive pas à vraiment le concrétiser. Donc jusqu'à nouvel ordre, l'Aube Dorée est un parti légal, qui est poursuivi, mais qui est toujours légal, qui a près de 10% des voix. Donc, ça voudrait dire que 10% des directs sont d'odieux racistes, fascistes et nazis. Je ne pense pas. C'est un dirigeants peuvent l'être. Ça n'empêche pas que... Oui, enfin, moi je pense que quand vous savez que Aube Dorée est passé de 0,3% à 9% en une nuit. Quand vous êtes un petit parti, je pense que vous devez faire la politique avec qui vous pouvez, qui vient. Et puis il y a une divine ou une terrible surprise selon le temps où on se trouve, et le lendemain vous vous retrouvez avec des gens à qui vous avez demandé, tiens, tu ne veux pas être sur la liste pour me faire plaisir, et qui se retrouvent députés. Et effectivement, parfois, je pense qu'il y a des choses qui, alors, sont un peu surprenantes. Et je pense que les gens arrivent, sont très naïfs, se font vite provoquer et réagissent comme ça. Voilà, je pense que Aube Dorée est un mouvement qui se va en se professionnalisant. Il y a quand même quelque chose qui est typique, je ne sais pas si vous avez vu, donc ils ont eu jusqu'à 70 de leurs responsables qui ont été mis en prison. Et malgré ça, 10% des Grecs ont continué à voter pour eux. Ils ont encore plus d'élus qu'avant le début de la répression. On a assassiné certains de leurs membres. Les photos des deux garçons que vous avez vus là sont deux personnes qui ont été abattues. Des gens qui sont morts aussi à cause d'Aube Dorée. Oui, donc d'accord, mais donc ça justifie le meurtre des deux militants d'Aube Dorée, c'est ça que vous dites? C'est intéressant. Dans les deux camps peut-être. Non, mais c'est intéressant ça. Donc les gens d'Aube Dorée, on peut les tuer. Okay. C'est intéressant comme remarque. Mais je veux dire, voilà, en tous les cas, donc on les a provoqués. Ces deux garçons-là, on les a assassinés. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les politiciens grecs étaient persuadés que les militants d'Aube Dorée allaient tomber dans la vengeance pure et dure, et là, ils allaient pouvoir casser le mouvement. Ce n'est pas arrivé. On a mis leur cadre en prison. Ils ont toujours autant d'élus, même plus. On a fait un procès en disant on va les liquider. Le procès n'en termine pas. Manifestement, l'État grec ne sait plus quoi en faire. Donc voilà. Donc je pense que ils ont fait des erreurs, certainement, de communication. Ils sont passés d'un tout petit parti à quelque chose de très grand en une fois. Voilà, donc effectivement, il y a des choses à améliorer. Mais ceux avec qui on travaille, en tous les cas, sont des gens qui font leur boulot. Je vais vous donner un exemple. Deux des élus européens d'Aube Dorée sont des anciens généraux. Il y en a un, il était un des responsables de l'OTAN pour les unités antiaériennes. Il y a l'autre, c'est le chef des forces spéciales grecques. Est-ce que vous croyez que ces gens-là... Vous avez été dans l'armée ou à une époque? Oui, tout à fait, bien sûr. Hein. Mais je n'étais pas général. Et je pensais que des gens comme ça iraient se perdre dans des mouvements qui seraient aussi caricaturalement nazis que vous le dites. Moi, je pense pas. Je pense que
qu'il y a derrière Aube Dorée, il y a quelque chose de bien plus fort. Je pense qu'il y a d'abord un pays qui a été ruiné, et pas seulement par la faute de ses habitants, je crois. Il y a une classe politique qui a totalement abandonné sa population, et je pense qu'il y a une réaction patriotique. Alors maintenant qu'il y a parfois des éléments un peu curieux, oui, ça c'est dans tous les mouvements dits nationalistes, il y a des gens qui viennent en cherchant quelque chose qui n'est pas vraiment la réalité du mouvement, mais ça c'est humain. L'AFP a dû faire un tri dans ses membres, dans les gens qui adhéraient à cette alliance. Les partis, si on les a acceptés à l'APF, ce sont des mouvements qui sont sérieux, qui pour la plupart du temps existent depuis longtemps, donc ce n'est pas des épiphénomènes. Ce sont des gens qui sont restés fidèles quand même à une certaine vision du nationalisme. Maintenant, les membres individuels, oui, effectivement, quand quelqu'un s'inscrit d'un pays et qu'on ne connaît pas, eh bien on demande aux partis nationaux, si j'ose dire, de se renseigner. On demande d'abord s'il est aussi membre de votre parti. Et si pas, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est un peu connu pour étant quelqu'un d'un peu, comment dirais-je, caricatural, excessif, hors de contrôle, provocateur. Très bien. On va en rester là. Juste une petite dernière question par rapport au parti. Si vous deviez un jour rendre de l'argent, est-ce que vous avez l'impression que l'APF continuerait à fonctionner sans fonds européens? Ah ben, l'APF, la première année, n'avait pas de fonds européens et nous avons déjà fait des activités. Non plus. Non, mais on organisait des congrès, on en faisait. Je pense le premier voyage qu'on a organisé en Syrie, si je ne me trompe pas, on n'était pas reconnu par le Parlement européen. Donc les gens l'ont fait sur leurs fonds propres, et où les mouvements, à ce moment-là, ont participé. Donc on n'est pas là pour l'argent. L'argent, ça aide, bien évidemment, ça aide tout le monde. Hein. On ne va pas être hypocrite, ni naïf, ni idiot. Mais on l'a fait sans argent, et si on ne doit pas rendre l'argent parce qu'on a tout fait dans les règles, mais si le financement s'arrêtait, on continuera, bien sûr. Okay. Merci. Voilà. Voilà.